que j'aime bien dans ce que vous me dites, c'est que j'ai toujours cette espèce d'impression que c'est logique de manger. C'est quelque chose de simple et de logique. Et pourquoi j'ai l'impression qu'on essaye d'en faire quelque chose d'extrêmement complexe? Parce que la nature humaine, elle sait très bien que les aliments ultra transformés, c'est pas bon pour elle, mais bon, elle en mange, ils en mangent. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on sait intuitivement ce qui est bon ou pas bon pour nous. Qu'ensuite, on n'ait pas les bonnes habitudes, ça c'est une autre chose. Et c'est pour ça que je me dis, j'ai l'impression d'avoir des discours qui sont complexes, alors qu'en fin de compte, c'est peut-être simple de manger. L'acte de manger, c'est simple de trouver les bons aliments. Alors, vous vous remettez le doigt sur le fonctionnement dans la langue soi et une des caractéristiques de la modernité qui est cette injonction à la réflexion, la réflexivité alimentaire. Euh, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est-à-dire la réflexivité, elle est là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de comprendre ce qu'on laisse de côté et ce que ça veut dire que manger. La vision simpliste qu'il y a aujourd'hui et qui est en partie dominante dans pas mal de disciplines, c'est que les individus construisent des choix. C'est-à-dire, l'idée, c'est que euh, je suis rationnel quand je prends en considération les conséquences de mes choix alimentaires. Et mes choix alimentaires, ils ont des conséquences économiques, ils ont des connaissances nutritionnelles, sanitaires, ils ont des connaissances politiques, etc. On a un peu évoqué tout ça. Et donc, l'idée qui domine, c'est que un individu choisit quand il mange. Mais c'est une fiction. C'est une fiction parce que l'espace de choix est relativement faible. D'abord, il faut distinguer ce qu'est l'achat des aliments de la consommation alimentaire au moment où on mange. Ce n'est pas exactement les mêmes personnes. Ce que nous mangeons, ce que nous achetons et ce que nous mangeons, c'est très différent. C'est très différent, pourquoi? Parce que la personne qui achète, elle achète parfois pour deux enfants et le mari, ou le mari achète pour l'épouse et les enfants. Et avant de partir, on lui a dit, achète-moi mes yaourts. C'est-à-dire qu'il y a déjà des phénomènes d'affectation. Et ensuite, ces aliments vont arriver à la maison, certains vont être transformés, on va les mettre au frigo, on va les cuisiner, puis il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, puis on va en jeter. On jette plus de 30% de ce qu'on achète. Ça varie selon les milieux sociaux, mais on jette beaucoup. Donc c'est pas exactement ce qu'on va manger. Et puis, cette, ces aliments, d'ailleurs, j'ai perdu mon film. Non, on parlait en fin de compte, je parlais de cette injonction de bien manger, cette injonction, en fin de compte, moi j'avais l'impression que c'était assez simple et que le corps savait en fin de compte ce dont il avait besoin, mais que bon, bah, évidemment, on avait des tentations, des choses comme ça. Voilà, j'en étais là. Je vous en prie. Oui. Voilà, et ces aliments. Alors ensuite, ces aliments, ils vont rentrer dans des scénarios. C'est-à-dire, des scénarios, c'est quoi? C'est l'organisation de repas. Ces scénarios font que, c'est ce qu'on peut appeler des patterns, euh, qui font que je vais mélanger ces aliments avec certains aliments, d'autres, pour constituer des plats. Et que ces plats, vous voyez, si j'ai des connaissances culinaires, j'ai à disposition toute une série de solutions possibles. Si je n'ai pas de connaissances culinaires, ben, ça va se réduire à je vais faire un steak ou un œuf au plat, des nouilles, du riz, etc. Si j'ai des connaissances, inclus quand je vais acheter, je vois du poisson, ah, tiens, je vais faire un loup aux fenouil et puis je vais faire une ratatouille. Mais pour faire la ratatouille, il faut que j'ai
la recette en tête quand je vais faire mes courses. Et donc, ces matrices, ces structures, on les retrouve dans la cuisine, on les retrouve dans les menus, dans la manière d'organiser. Et je disais en tout début de discussion que euh, une des caractéristiques, c'est que ces matrices, elles ont bougé, elles se sont simplifiées, elles se sont transformées. Et que quand on crée des aliments, des innovations, eh bien, en fin de compte, on les fait rentrer dans ces matrices et on a des effets sur ces matrices, on les transforme. Ces matrices, elles, en fin de compte, ce sont des routines. Une routine, c'est quoi? C'est une séquence d'événements que je déclenche à partir d'un acte volontaire. Mais l'acte volontaire me déclenche toute la suite. Et j'ai plus à réfléchir ensuite. Et ces routines, j'en donnais un exemple avec mon père qui demande à ma mère qu'est-ce qu'on mange. Et le qu'est-ce qu'on mange renvoie à une matrice qui est l'entrée, le plat, le fromage, le dessert. Donc ce qu'il nous faut comprendre, c'est que quand je mets en place des matrices et quand je raisonne dans les matrices, la part de mon raisonnement est assez faible. Plus j'élargis et j'installe de la réflexivité, plus je crée de l'espace de réflexion. Mais malgré tout, on n'est pas dans une situation où le mangeur choisit ce qu'il mange parce qu'il y a un ensemble de choix qui sont des choix délégués. Alors délégués à la mère de famille, délégués à d'autres personnes, et donc, je me retrouve face à une situation dans laquelle le raisonnement, si je veux donner du conseil, inclus du conseil nutritionnel, le raisonnement doit prendre en compte les structures de l'action, c'est-à-dire la façon dont les individus agissent, développent des pratiques. Et ces pratiques, elles sont différentes de l'idée qu'on a d'un type qui est devant son assiette et qui chercherait à équilibrer. Non, c'est bien plus compliqué que cela. Et toute une partie échappe à sa conscience, échappe à sa décision. Je vais conclure avec cette partie. En fin de compte, les routines, ces pratiques, elles sont de deux natures. La première nature, c'est qu'elles sont héritées. C'est l'exemple de la structure des repas. Je suis né dans une famille et on mangeait de cette façon, et ça me semble aller de soi de faire comme ça. Alors éventuellement, quand je suis adolescent, jeune étudiant, tout ça, ça me paraît un peu ringard, et j'aime manger assis par terre, pas de table, entre copains, assis en tailleur, et on va changer, voilà. Et on va même innover socialement un certain nombre de choses. Mais ces routines, elles structurent mon action. Elles, et donc, si je veux pouvoir changer les choses, il faut que je les prenne en compte, que je m'appuie sur elles. Parce qu'une fois qu'elles sont en place, eh bien, l'individu n'a plus à raisonner. Alors, je disais deux natures de routines. Les routines héritées et les routines que je décide, que je construis moi-même. Alors, par exemple, j'achète une marque de café particulière. Et cette marque de café, quand je vais au supermarché, je vais chercher le café. Je ne vais pas regarder, choisir le prix, etc., ou choisir le café. Je vais chercher mon café. Alors, je suis sensible si le café a augmenté, si à côté, le même marque me donne deux paquets avec un bon, peut-être je vais en tenir compte. Mais quand je vais chez Casino, quand je vais chez Intermarché, quand je vais chez Leclerc, et dans le magasin où j'ai l'habitude d'aller, je sais où est le café. Et je vais le chercher à cet endroit. Et ça, c'est une routine. À un moment donné, dans la famille, on a bien discuté du café qui était celui qu'on préférait. Parfois, il y a des discussions là-dessus. Mais à un moment donné, on a stabilisé. Et donc, le café, je vais chercher le café. Il n'y a plus de discussion sur le café. C'est ça, ces routines. Et les routines, par exemple, ça va être,
Il y a un collègue américain qui a fait un très bel article sur les scénarios des repas du soir des New-Yorkais. Et alors, il y a une routine ou un scénario qui est, on va faire une pizza ce soir. Donc on se téléphone, ce soir pizza, et donc il y a la répartition des rôles, tu passes la chercher, tu sais ce que veulent les gamins, etc. Et il y a un scénario qui va jusqu'à l'organisation de la table, qui est propre à ce scénario particulier. Donc on a ici, en fin de compte, on voit comment manger, c'est une série de décisions collectives qui se sont routinisées et qui renvoient, qui supposent une certaine orchestration sociale. En fin de compte, on est assez loin de cette idée du type qui lirait les étiquettes, vous voyez. Je ne dis pas que les étiquettes ne sont pas utiles, mais c'est une partie du problème. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on aborde la dernière partie de cet entretien. Et il y a des petites questions que j'aurais aimé vous poser pour avoir un peu votre avis. Est-ce que vous pensez que les industries agroalimentaires, j'en citerai aucune, hein, parce que là-dessus, j'ai pas de religion, on va dire, est-ce qu'elles influencent nos choix alimentaires? Comment elles arrivent, en fin de compte, comment les industries agroalimentaires, elles arrivent à influer sur nos choix? Alors, vous voyez, je crois qu'il y a, on disait tout à l'heure, parmi les innovations, il y a beaucoup d'échecs. Et les- l'influence des industries agroalimentaires, que ça. On va prendre un exemple. Vous voyez, quand McDonald's arrive en France dans les années 70, chez McDonald's, on est dans un discours où il faut imposer le produit tel qu'il est, pensé. Donc on peut faire de la publicité, mais on ne touche pas le produit. Alors c'est premier échec retentissant en France, hein. Retentissant, au point que ils veulent toujours essayer de s'installer. Ils vont donc signer un contrat avec un Français qui leur promet de trouver des emplacements. Et le contrat prévoit des royalties absolument à des tarifs très bas. On n'est plus très très loin des 17% ou des 15% qui signent aujourd'hui. On est en dessous de 5, hein. Et ils n'y croient pas du tout. Et puis, ça va un peu fonctionner. Et ça va un peu fonctionner, et on va prendre plusieurs étapes. Euh, Ça va fonctionner avec un concurrent qui, d'une certaine façon, va contribuer à ouvrir la porte. C'est Quick. Et Quick va faire une série de publicités. C'est le restaurant de la famille. C'est gonflé, hein, parce qu'à l'époque, c'est l'anti-restaurant. Et McDonald's va embrayer avec le menu McDonald's. Et le menu McDonald's, ça va être un Big Mac, des frites et un Coca. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans un vocabulaire, des matrices qui sont des matrices culturelles. Et c'est pas du tout leur culture au départ. Au départ, il faut forcer au point qu'aujourd'hui, la France a été pour McDonald's l'un des marchés les plus innovants. On est très fiers de la gastronomie française, mais McDonald's, c'est le premier restaurateur français. Mhm. Et depuis, si vous voulez, ça a été euh, le premier endroit où ils ont mis de la salade dans les Big Mac. Ça a été le premier endroit où ils ont fait des salades, etc. Donc, J'en profite pour saluer Marie-Pierre Mambrive, hein, qui est de Elles Food, qui était au service innovation de McDonald's, et c'est eux qui ont mis en place cette fameuse salade dans les McDonald's qui a été reprise ailleurs ensuite. Je la salue. mais alors, si on le reprend, ça veut dire, si vous voulez, que ce travail-là est un travail compliqué. À la fois, ils influencent, mais en même temps, ils ont à rentrer dans
à tenir compte. Et aujourd'hui, partout dans le monde, si vous voulez, ils tiennent compte du niveau de piment, des cultures religieuses qui influencent le rapport à l'alimentation, des types avec toute une série de clins d'œil. Par exemple, à Kuala Lumpur, vous avez du Nasi Lemak, qui est un des grands plats emblématiques. Donc, ici, il ne faut pas imaginer que à la question comment les industriels influencent-ils nos habitudes alimentaires, on peut aussi soutenir l'idée que nos habitudes alimentaires ont influencé et influencent les industriels. Alors, c'est pas ça que vous aviez envie d'entendre. Ah non, non, moi j'avais envie d'entendre votre réponse, hein, j'ai pas de... Alors, je m'amuse. C'est pas ça que spontanément on a envie d'entendre. On a envie d'entendre que les industriels euh, abîment notre alimentation et nos cultures alimentaires. Ça peut exister. Ça peut exister. Euh, mais l'industrialisation de l'alimentation, et on va dire ce que j'appelle la modernisation de l'alimentation, elle a plusieurs effets. Euh, D'abord, elle génère des produits transnationaux. La pizza, le hamburger, sont devenus des produits qu'on trouve partout dans le monde. Partout dans le monde et avec le sushi, par exemple, aussi est en train de devenir un produit transnational. Euh, avec des modulations, des adaptations. Vous demandez à un Brésilien de Sao Paulo, euh, il va vous dire qu'il y a des pizzas particulières qui font partie du paysage alimentaire localement. Vous aurez la même réponse à Chicago. C'est une des spécialités. Et vous leur dites, mais la pizza, c'est italien. Oui, bien sûr, on sait, mais notre pizza, il y a une culture locale de la pizza. Donc on a des produits transnationaux, comme ça, qui vont jouer, s'articuler avec les cultures locales. La modernité et l'industrialisation, elle a aussi un autre effet. C'est que elle génère ou elle participe de la diffusion des aliments. La diffusion, et elle participe à cette diffusion. Il y a eu une phase de la mondialisation où on a euh, des, euh, des, des plats cuisinés, mais des produits également. Vous allez dans un supermarché, vous allez trouver toute une série d'ingrédients et de produits qui viennent d'autres espaces culturels. Donc elle nous fait découvrir à la fois des produits d'ici, des produits d'ailleurs. Et le dernier élément, c'est que il y a sans doute de mauvais industriels, ça peut exister, mais l'industrialisation, elle participe aussi de la sécurité alimentaire. Alors, si vous voulez, de temps en temps, on voit des problèmes, parce que quand les échelles deviennent des échelles très grandes, et que vous avez un problème, eh bien, ça devient, du fait du nombre de personnes et du fait de sa médiatisation, quelque chose qui est très visible. Enfin, les intoxications alimentaires, on n'a pas attendu les industriels. Et il y en a plein dans de la petite restauration, à l'échelle internationale, dans des formules de street food. Donc ces questions-là, on peut même se dire que assez régulièrement, à nouveau, hein, le verre à moitié vide, à moitié plein, l'industrialisation, quand elle est bien faite, elle participe de la sécurité sanitaire des aliments, elle permet un contrôle. En plus, quand il y a un problème, eh bien, on a des acteurs plus ou moins responsables qu'on peut désigner du doigt, donc qui se secouent pour essayer de résoudre le problème, y compris ceux qui sont dans la chaîne, les supermarchés, les industriels, voilà. On est en mesure de contrôler les acteurs aussi parce que ils ont une certaine taille. Merci. J'aimerais vous poser une dernière grosse question. Je pense qu'à mon avis, elle va prendre un petit peu de temps pour y répondre, ou peut-être pas, j'en sais rien.
est-ce que face à la montée des crises climatiques, sanitaires, géopolitiques, on voit bien, hein, il faut repenser nos modèles alimentaires? Et si oui, c'est quoi le principe? C'est quoi l'idée de cette réflexion? Alors, on a une prise de conscience qui s'est développée, on va dire, depuis que la diffusion de la problématique climatique euh, s'est s'est opérée et que nos choix alimentaires et le lien entre nos choix alimentaires et des conséquences écologiques de ces choix ont été mises en évidence. Un certain nombre de personnes invitent à réformer nos modèles alimentaires. Alors ça se traduit en règle générale par végétaliser l'alimentation, réduire la part des protéines d'origine animale, plus largement la part de l'alimentation animale. Alors cette vision, elle a du sens quand on est à Paris, à New York, dans des régions où, en Australie, dans des régions où euh, on consomme pas mal de protéines animales. Enfin, à l'échelle de la planète, la situation elle est assez complexe. Parce que vous voyez, même dans le, la mission qui a été faite par un groupe de travail qui a publié dans le journal Le Lancet un rapport qui s'appelle Eat Lancet, dans lequel ils font une préconisation de faire évoluer nos manières de manger, d'utiliser les choix alimentaires comme un levier de à la fois la lutte contre la malnutrition, au sens euh, de ne pas avoir assez à manger, sécurité alimentaire, mais aussi sanitaire, mieux manger, et enfin réduire l'impact sur l'environnement. Et la vision qui est portée dans ce rapport, il y a une première chose qui est très intéressante, c'est qu'on sort de l'idéologie de la one best way. C'est-à-dire on sort de l'idée qu'il y aurait une solution valable en tout temps et en tout lieu. Donc ça, c'est un progrès formidable. L'idée qu'il faut contextualiser ce que nous racontons. Au demeurant, sur ce plan-là, je pense qu'on n'est pas allé assez loin. Parce que végétaliser l'alimentation, c'est quelque chose qui a du sens dans les sociétés développées qui consomment beaucoup de protéines animales. Et ce n'est pas tout à fait le cas dans d'autres espaces. Mais pour quelles raisons, donc, ce mot d'ordre est développé et même proposé à tout le monde? Il est proposé à tout le monde parce que derrière ce problème, il y a une théorie qui est la théorie de la modernité convergente. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'au fur et à mesure que les sociétés se développent, eh bien, la quantité de protéines animales augmente, la quantité de produits d'origine animale, y compris les matières grasses, augmente, et que ceci est irrémédiablement lié à l'augmentation du pouvoir d'achat. Alors, on a des beaux travaux qui, à l'échelle macro, montrent qu'il y a effectivement un lien entre le PIB et la quantité de calories d'origine animale. Mais, en fin de compte, ces questions sont elles aussi très marquées par des phénomènes culturels. Il se trouve que les protéines, les produits d'origine animale sont la catégorie sur laquelle les religions portent le plus d'interdits. Donc, quand on a affaire à des Indiens, à des Indonésiens ou à des Chinois, euh, les catégories de produits qui vont accompagner
l'augmentation du pouvoir d'achat ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand on gagne du pouvoir d'achat en Inde, eh bien, on va manger plus de produits laitiers, on va manger plus d'œufs, on va manger plus de poulet. Quand on gagne du pouvoir d'achat en Chine, on va manger plus de porc, plus de bœuf, plus de produits laitiers. Quand on gagne du pouvoir d'achat en Indonésie, on va manger plus de poissons. Et c'est considérable, hein, la quantité de poissons. Alors, on est dans un archipel, il y a un certain nombre, mais il y a aussi une culture. Plus de poissons, plus d'œufs, plus de volailles. Et ces catégories de produits n'ont pas du tout le même impact environnemental. C'est-à-dire que les conditions, l'impact carbone, l'impact environnemental du lait, des œufs, du bœuf, du porc ne sont pas les mêmes. Non seulement ils ne sont pas les mêmes par catégorie de produits, mais les conditions de la production ont un impact très différent. Et donc, il y a un besoin de contextualisation de ces questions de façon importante, à la fois en termes économiques, en termes de production agricole et en termes culturels. En termes économiques, il faut comprendre quand même que si on aurait intérêt, les Australiens, les Américains, les Européens, à réduire éventuellement nos protéines d'origine animale, euh, et que pour un certain nombre de nos contemporains dans ces pays-là, la tendance est déjà en place, c'est pas du tout le cas dans, on va dire, un gros quart de la planète. Si je prends simplement la Chine, l'Inde et l'Indonésie, c'est plus de 20% des habitants de la planète. On est dans des pays où l'augmentation des protéines animales est en route et elle ne va pas s'arrêter demain. Mais ils partent de tellement loin qu'il faut tenir compte de ce contexte. Et on est un peu dans la situation de rapport aux énergies fossiles. Quand on demande aux pays en développement d'avoir une culture ascétique, les mecs ils nous répondent, mais vous avez fait votre développement en utilisant les énergies fossiles à grande échelle, et vous nous demandez à nous de ralentir notre développement pour sauver la planète. Et on voit bien comment ici, on est dans des contradictions qu'il faudra bien essayer de gérer. Alors, elles sont compliquées, hein, parce que ça veut dire que euh, on n'est pas du tout vers une tendance à l'échelle globale de la réduction, ou en tout cas qu'il y a des tendances qui sont vers la réduction et il y a des tendances qui sont pas du tout vers la réduction. Et qu'il ne suffira pas d'expliquer aux gens qu'il faut réduire pour que les choses se passent, hein. Non, là, on voit bien qu'il y a des tensions que moi j'appelle un peu géopolitiques de l'alimentation, hein, c'est-à-dire entre nous qui allons donner des leçons, alors qu'on a bien tiré sur la corde évidemment. Et moi j'aime bien toujours citer, je ne sais plus c'est quel président américain qui disait tout le temps, et moi je dis toujours soit à mes étudiants, hein, soit à mes clients, écoutez, c'est ça la règle, des présidents américains qui disent le train de vie des Américains est non négociable. Donc une fois qu'on a dit ça, on a dit le reste, hein, donc voilà. Jean-Pierre Poulain, on arrive à la fin de cette interview. J'aurais pu rester des heures avec vous, j'avais des milliers de questions évidemment sur plein de choses, l'alimentation molle. Peut-être qu'on fera une saison 2. Enfin, on fera une saison 2 et je vous réinviterai pour parler tout à fait d'autres choses. Et là, comme je suis très curieuse, moi j'aurais aimé savoir, c'était quoi votre tout premier souvenir lié à l'alimentation? En fait, compte, c'est quoi votre premier truc que vous dites, ah ouais, ça c'est très régressif et j'ai aimé. Alors, c'est pas lié à un aliment, mais c'est lié à des contextes. Mon père est charcutier traiteur, mon oncle pâtissier, et à la maison, ma mère, de temps en temps, nous fait manger. Elle est très occupée, elle travaille au magasin, mais le lundi, elle travaille pas, le magasin est fermé. Et donc, elle nous fait à manger. Et je vois tout de suite, quand je suis gamin, différents registres de l'alimentation. Je vois ce que mon père sait faire, à la fois quand il est au laboratoire et quand il est à la maison, qui est une cuisine savante. Je vois une cuisine du cœur, une cuisine de ma mère qui nous pèle les tomates, qui fait des choses hyper simples, mais qui sont tellement bonnes parce que c'est elle qui nous les fait.
Et je vois mon oncle qui fait des gâteaux, et qui fait des gâteaux de professionnels, et ma mère qui fait du clafoutis. Et donc très vite, ce que j'ai devant moi, c'est des registres techniques et des registres savants de l'alimentation, des cultures populaires, des cultures familiales, des cultures gastronomiques, des technologies savantes, complexes, et des technologies qui s'inscrivent dans des savoir-faire transmis de génération en génération. Je crois que très très tôt, je comprends que l'alimentation, c'est tout ça. Pour vous, le repas du futur, c'est quoi? C'est de l'impression 3D, c'est de la fermentation, c'est des insectes, c'est de la viande cellulaire, c'est, je sais pas, quelle innovation? C'est quoi le repas du futur? On se rappelle de nos cosmonautes hein, qu'on voulait nourrir avec des tubes et de l'alimentation. Et aujourd'hui, ils mangent des aliments Bah oui. en Oh, c'est racine. trop triste. Et je crois que C'est c'est tellement triste. l'alimentation du futur. Quel conseil vous donneriez à la prochaine génération sur la façon de se nourrir? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner? Garder en mémoire que l'alimentation, c'est la santé, c'est du plaisir partagé et c'est l'inscription dans une culture. Merci. Et ma toute dernière question, si vous deviez donner encore un conseil pour mieux comprendre ce que c'est manger ou l'alimentation et ses enjeux, qu'est-ce que vous nous diriez? Ça, c'est bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Jean-Pierre Poulain. Au fil de cet échange, on a exploré bien plus que des tendances alimentaires. Nous avons plongé dans les dynamismes, dans les dynamiques, excusez-moi, invisibles qui structurent nos façons de manger, de penser et de normer l'alimentation. Entre globalisation, injonctions sanitaires, hybridation culturelle et stratégie industrielle, l'acte de manger s'est complexifié jusqu'à devenir parfois un territoire de conflits symboliques. Merci à vous Jean-Pierre Poulain pour cette traversée lucide et profonde et j'espère vous revoir en saison 2, on a plein de sujets à aborder.